dédicace à ma très chère Anne-Mireille Guy. Ok. Bonjour et bienvenue sur cette tribune. C'est un dimanche matin, un dimanche d'enseignement. Nous avons quelques minutes à passer et puis juste une bonne réflexion. Sentez-vous bien à la maison. Et c'est un dimanche de réflexion, de religiosité, pas de religion. Parce qu'ici, on n'exclut personne. C'est un live ouvert, pas agressif. On est en train de réfléchir sur le sens à donner à la vie. Je suis dans un groupe WhatsApp que j'ai créé et le groupe s'appelle Blague à part et il y a des discussions tellement importantes là-dedans parce qu'il y a beaucoup d'intelligence qui s'y loge. Il y a beaucoup de savants dans ce groupe et nous échangeons beaucoup. Alors, ce qui m'a amené ce matin quand même à participer à ce live, c'est quelle est la place de l'homme africain dans ce monde où tout est violence, où tout est haine, tout est guerre, tout est armement et tout est esclavage. On demande aux Africains de subir. Et dès qu'on commence à réfléchir, partout où nous sommes, Africains, ça veut dire tous les Noirs. Et quand on commence à réfléchir à l'émancipation de ce peuple, de cette communauté, pour ne pas dire cette race qui a été la plus maltraitée du monde, on nous catalogue, on vous exclut, on vous interdit de réfléchir. C'est-à-dire que l'émancipation de l'Afrique va se passer en 3 dimensions. Il y aura une émancipation spirituelle. On n'est pas encore là-dedans. Pour l'instant, beaucoup d'Africains ne savent même pas qui ils sont. Certains croient qu'ils sont chrétiens, d'autres croient qu'ils sont musulmans, et ils ne savent pas qui ils sont. Il y a une émancipation aussi intellectuelle. Le spirituel est lié à l'intellect. Mais on va dire dans une émancipation intellectuelle-métaphysique. C'est-à-dire qu'il faudrait que les Noirs s'affranchissent totalement du regard des autres. Je vous prends un exemple. Quand un Chinois décide de venir monter une usine en Afrique ou vendre ses babouches, personne ne lui demande jamais un CV. Personne n'a le courage de demander à un Chinois « Montre-nous ton CV, tes diplômes ». Aucun Africain n'a le courage de demander à un Français, à un Italien qui arrive en Afrique, parfois c'est même des ouvriers, même pas qualifiés, qui deviennent directeurs en Afrique et directeurs des Africains qui ont des bacs plus N, plus 12. Parce qu'on n'a pas ce courage. Mais entre nous, il faut qu'on sorte même sur Facebook parfois nos actes de naissance. Il y a un problème intellectuel. Donc l'intellectuel africain, c'est celui qui se regarde comme l'ouvrier de l'Occident, comme quelqu'un à qui on a donné un petit papier d'aller parler, mais à ses congénères. Mais qui nous a donné le droit? Et donc cette libération intellectuelle doit se faire. C'est-à-dire, on n'a rien à faire de ce que vous pensez de nous. Parce que, figurez-vous bien, je suis issu moi-même d'une famille de très grands intellectuels, d'une lignée d'au moins de 10 agrégés dans ma famille élargie. Agrégés. Alors, donc, mais au bilan, au soir de la vie, de tout ce qu'on a atteint, dont le plafond de tout ce qu'on a atteint dans nos études, nous a amenés à la villageoiserie.
C'est paradoxal. Ici, quand on vous cite, si vous prenez par exemple un président en France comme Giscard d'Estaing, qui était mon parrain, vous comprenez qu'il était polytechnicien, ingénieur. Et quand vous revenez en France, la France d'aujourd'hui a été bâtie par le polytechnicien, l'ingénieur. Il a laissé sa marque indélébile. Il a fabriqué, il a fait fabriquer, il a outillé, il a initié. Nous donc, parfois, nous n'arrivons pas à prendre cette autonomie. Et le noir est intelligent dans le papier, sur le papier, le diplôme signé. Mais dans la vraie application, comme dans nos téléphones, on a des applications, vous ne voyez plus rien. Vous écoutez des gens qui réfléchissent comme des animaux sauvages. Vous voyez des gens qui se prévalent des titres qu'ils ne méritent pas. Ils sont en dissonance. C'est pour ça qu'il faut revenir à l'essentiel de la vie, la formation de l'homme. Trouver le chemin. Nous devons continuer à former l'homme africain. Parce que les autres peuples forment des hommes. Nous, on forme un diplômé têtu, bête, hagard, perdu, qui a mal lu et qui a perdu la vue et qui se croit intelligent. Il y a une cécité intellectuelle chez nous. Il y a une cécité mentale qui fait que ça ne cadre pas avec ce qu'on devrait réfléchir. Réflexion, réflexivité. C'est-à-dire qu'il y a une expression française qui dit quand le ramage se rapporte au plumage, soyez donc le plumage et le ramage. Soyez ce que vous êtes. Si je suis habillé en veste et costume et cravate qui coûte cher et devant vous, et que je ne suis pas cohérent, et que je ne suis pas à la hauteur de la densité physique maquillée que je présente, ça veut dire qu'il y a une hiatus entre l'intelligence et la pensée. Nous ne pensons pas. Nous ne réfléchissons pas. Nous refusons de réfléchir. C'est pour ça que nous subissons. Il y a des gens qui vous disent souvent, il faut penser avant de dire. Normalement, quand vous pensez, vous dites ce que vous pensez. Je dis ce que je pense. Mais quand vous ne pensez pas, quand vous refusez de penser ce que vous pensez, vous ne pouvez pas dire. C'est pour ça que nous n'avons pas encore trouvé ni un modèle politique, ni un modèle économique, ni un modèle social pour restituer la grandeur de l'Afrique qu'on vante tant. Continent riche, continent miracle, continent de Dieu. Mais sur les faits, le noir est faible. Nous ne sommes pas si puissants. Même technologiquement. J'ai fait un live, j'ai fait un direct hier qui a été bridé à 20 vues, je pense. Et dès que le live est fini, ce petit Zuckerberg a ses oreilles comme... il s'est permis de mettre sur mon live une censure en disant nous avons restreint votre vidéo parce que vous n'avez pas les droits d'auteur. Je vous prends à témoin, je n'ai pas joué de musique. Je n'ai même pas mis, donc je n'ai utilisé que moi, ma pensée. Mais comme je n'ai pas la force de penser ma pensée, de la maîtriser, c'est quelqu'un d'autre dont nous travaillons pour les autres. Je débite, je déroule, quel que soit mon niveau intellectuel, avec un petit bouton, un gars est caché aux États-Unis, il m'est bloqué. C'est ça l'Africain. On travaille, on creuse, on fait les choses. Un petit colon vient, il achète le cacao. Il dit c'est pour moi. Quand je dis acheter, c'est pour être poli parce qu'on est dimanche. Il arrache le cacao. Ton cacao que tu as planté toute l'année, il te fixe le prix. On ne peut faire ça qu'aux animaux. On ne peut faire ça qu'aux gens qu'on ne respecte pas. On ne peut faire ça qu'aux gens qui n'ont pas trouvé leur chemin. Nous travaillons ici même en Europe jusqu'à user les culottes et parfois on te bloque. Il te fixe ton salaire.
il te fixe ton salaire. Je demande à Dieu, miséricordieux, de lever la sanction qu'il a peut-être sur nous. Cette sanction qui nous pousse à être les sous-traitants, les ouvriers, les esclaves, les affidés des systèmes coloniaux qui brutalisent la pensée africaine, la dignité africaine, la liberté africaine. Je sais que beaucoup de mes frères ne me comprennent pas. Comme hier, ils n'ont pas compris Mongo Betty, qui n'ont pas compris Aimé Césaire, ils n'ont pas compris Cheikh Anta Diop. Vous avez vu comment on les a détruits, comment ils sont morts comme des chiens, comment on les a enterrés comme des animaux. Et parfois même, c'est celui qui tue, c'est le colon qui revient encore réhabilité. Je suis un fils et arrière-petit-fils de Douala Mangabel. C'est les Allemands qui ont érigé une stèle pour lui, il y a quelques jours en Allemagne. Et tous les Noirs sont partis avec leur Sandia. Tous les petits chefs Douala étaient là-bas. Mais si vous voulez que l'autre, l'assassin, honore votre fils, votre roi, commencez déjà lui-même par être, vous-même par être ce qui l'honore en premier chez lui. Vous êtes sûr que si j'atterris à Douala, si j'atterris au Cameroun aujourd'hui, il y a une pensée, il y a une stèle, il y a une mémoire, il y a une place, Douala Mangabel. C'est là où on va basculer sur le pardon. Peut-être la grandeur, c'est le pardon. Peut-être l'Occident a atteint cette grandeur parce qu'elle tue et elle demande pardon. Elle bombarde et elle vient construire. Et ça me rappelle quand nous étions tout petits, un petit animal, une souris qu'on appelle la musarine. Musarène. Elle a un long museau. Alors, c'est magnifique parce que la musarène, cette petite souris, a le don de vous ronger les pieds toute la nuit. Elle vous laisse les pieds en sang. Mais chaque fois que vous voulez vous réveiller parce que vous avez mal, elle souffle sur les propres blessures qu'elle vous fait, qu'elle vous inflige. Et dans votre sommeil, vous sentez bien qu'on est en train de vous tuer, vous mangez, vous rongez les pieds, mais en même temps, il vous souffle, il calme. C'est peut-être ça l'intelligence. Et pourquoi Dieu, mon Dieu, pourquoi nous faisons manger les pieds? Pourquoi il nous bouffe les pieds et il nous souffle dessus? Et ça fait que ça nous empêche de nous lever, de nous réveiller. La musarine vous bouffe les pieds toute la nuit. Vous sentez que vous êtes en train de mourir, d'avoir atrocement mal. Le sang coule. Mais il souffle en même temps pour vous endormir. Et cette métaphore vient symboliser ce que j'appelle aujourd'hui le sommeil de l'homme noir. Qu'il soit aux Antilles, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit en Australie aborigène, qu'il soit en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie, les Kanaks, qu'il soit à l'île de la Réunion, à Maurice, qu'il soit en Afrique, le continent mer, nous avons la même maladie du sommeil. Il souffle sous nos pieds. Il nous ronge de l'intérieur. Il nous blesse chaque jour. Il tue nos enfants. Ils vont à la Méditerranée. Dieu, je te demande pardon. Si c'est un péché d'être comme on est, je te demande pardon. Et j'appelle les Africains aujourd'hui à trouver leur chemin. Parce que la vie, c'est qui nous conduit. Conduire vient du verbe latin ex docere. Éduquer, même d'ailleurs. Éduquer vient de conduire. On nous conduit comme du bétail à l'abattoir. On nous ronge de l'intérieur. On nous ronge les organes vitaux. On nous ronge le cerveau.
on nous ronge tout. Et à la fin, nous sommes vidés. Je vois mes frères marcher. Nous sommes dimanche, nous sommes en France, nous sommes à Paris, la ville lumière. Mes frères sont dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Je ne sais pas. Ils ont des foulards sur la tête. Les voilà. Ils marchent en rang comme des animaux. Ils cherchent Dieu. D'autres vont dans les mosquées. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Ils cherchent quelque chose. Et ils se laissent donc aller. Et le contraire d'aller, ça ne veut pas dire ne pas aller, ne pas bouger. Le contraire d'aller, c'est le laisser aller. On se laisse aller. Quand tu te laisses aller, ça veut dire que tu n'es pas responsable. On te tire, on t'amène, on te bourre le crâne, on te retourne contre tes propres frères. Et quand tu sors de là, tu es plus gentil pour les colons et tu es plus bête et méchant pour tes frères. Nos dirigeants font pareil. Le peuple fera pareil. Et Amouleti. La seule manière de ne pas se laisser aller, c'est de bloquer son intelligence par la pensée. Commencez à regarder quel monde vous voulez laisser à vos enfants. Quelle est la place? Ne parlez pas surtout de maison ici. Vous savez, j'ai créé le BISOC Fonds d'investissement. Tous mes frères voient seulement l'aspect pécuniaire, l'argent. J'ai créé un fonds d'investissement intellectuel, industriel, moral, spirituel. On investit aussi dans les matières immatérielles, dans du matériau immatériel. Sortons de cet embrigadement de la matière. Soyons pas vendables. Ne soyons pas légers. C'est pour ça que certains de nous sont vendus encore aujourd'hui, comme l'étaient nos grands-parents hier. Parce que notre vie est limitée à l'attrait de l'argent, de gain, de l'achat, de ceci. Quand vous êtes un produit, on vous achète. Ne soyez le produit de rien du tout. Le fonds d'investissement, ça veut dire j'investis massivement dans la connaissance, dans la pensée, dans la lutte. On peut ne pas être accepté. Généralement, chez nous, on ne sait pas faire le schisme, la différence entre l'homme intellectuel, l'écrivain, l'homme politique, le penseur. Dès qu'on vous groupe tout ça, on vous met dans la marmite, on vous écrase, on dit il est un homme politique, il est un opposant. Mongo Betty a payé les frais. D'ailleurs, quand vous regardez le parcours de Mongo Betty, par exemple, qui pour nous est un dieu de la conscience sociale africaine, vous voyez que quand l'homme est descendu sur terre parce qu'il écrivait au ciel, ses frères l'ont accueilli avec les flèches en bas. Il est mort comme un rat, comme un animal, comme une souris. Mais la différence, c'est que lui n'a rongé personne. La musarine n'a rongé personne, Mongo Betty. C'est lui qui a été rongé de l'intérieur, déçu par ses propres frères. Et aujourd'hui, c'est en France, à Rouen, où il a enseigné, au lycée, étant agrégé, qu'on vient lui rendre hommage. Les jeunes Français vont chaque année, à travers une société de Mongo Betty, lui rendre hommage. Combien de Camerounais savent où est enterré Mongo Betty? On peut faire 10 ans là-dessus. La mémoire n'y est pas encore. Nous nous laissons aller. On nous tire par la corde. Maintenant, sautons. Revenons donc à la source. Si vous avez connu Mandela, c'est qu'il avait un mentor, un parrain. Ruben Umniobe. Aujourd'hui, c'est la souris, la musarine, qui va à Boumiébel pour se commémorer du jour tragique de l'assassinat par eux de notre digne étoile, Mporo, le porte-parole
mondial de la justice, de la lumière. Jamais on n'a trouvé en un Africain autant d'énergie, de talent, de dignité, de révolution, d'intelligence, de fusion. Oh, Aoumiobe. Là où vous allez me donner raison, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que nous nous laissons aller. C'est les autres qui nous tirent. Ils nous tirent. On achète les grosses voitures, on a les immeubles pour ceux qui sont milliardaires. On a beaucoup volé dans le budget de l'État, de nos États, pour venir se cacher. Mais on n'est pas nous-mêmes. On ne s'appartient pas. Ils nous tirent. Oumiobe, qu'on attendait à l'ONU, et personne ne sait comment il est parti. Jusqu'à la veille à midi, on le voyait encore au Cameroun, dans sa forêt. Et le lendemain, à 13 h, à la tribune de l'ONU, il est entré. Personne n'a jamais su. Personne n'a jamais su. Et c'est là où un petit nabo va écrire, va donner un papier à une radio de Colombe pour leur dire « c'est de la mystique, ces gens-là sont des marabouts ». Non, c'est une force mystique. C'est une force spirituelle que Dieu nous a donnée. Alors, ce Oumiobe avait droit aussi à sa stèle dans son pays, à Douala. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est les représentants de ceux qui sont allés célébrer Douala Mangabella en Allemagne, qui ont cassé la stèle de Oumiobe chez lui au Cameroun. Parce que c'est les Camerounais qui voulaient rendre hommage à un Camerounais, l'un des plus grands, à un Africain, l'un des plus dignes. Mais ses propres frères l'ont tué 2 fois. Mais les mêmes sont d'accord pour aller quand même en Allemagne, chez les nazis. Des petits-fils de nazis qui ont tué nos parents. Décorent les mêmes parents qu'ils ont tués. Et tous les nègres prennent l'avion à leurs frais même parfois pour aller célébrer la victoire du nazi sur l'intelligence humaine. Ça ne vous pose pas un problème? Il n'y a pas un problème de cohérence? C'est pour ça qu'aujourd'hui je demande à Dieu, si c'est de notre faute, pardonne-nous. Pardonne-nous d'être là, d'être comme ça. Je parlais de Mongo Betty tout à l'heure. Beaucoup n'ont pas compris, ceux qui sont limités au tribalisme aujourd'hui par exemple, que quand il est condamné à Bafoussam à mort, Ernest Ouandié, c'est de lui que je parle, c'est Mongo Betty qui crée le comité international de libération de Ernest Ouandié, un autre grand prophète. Et il est à Paris. Et on va envoyer des journalistes, on va envoyer une délégation. La France va déléguer une délégation de journalistes, aller faire un reportage pour dire que Ouandié est un monstre. Et le crime de Ouandié, c'était lequel? Juste la liberté, la dignité. Les mêmes qui ont mis le poison et le plutonium sur l'assiette et le verre de Moumié, du docteur Moumié à Genève, ont continué leur travail et ils continuent de souffler sur nos pieds aujourd'hui. Où est l'Afrique? Où est l'Afrique? Où est ce continent où il y a tant d'hommes forts, tant d'hommes intelligents, tant d'hommes brillants, tant d'hommes musclés, mais qui ne sont pas à la source de la production de leur intelligence? Que Dieu me pardonne. Vous savez, quand vous prenez, pour ceux qui sont chrétiens, la Bible, c'est 36 chapitres de 36 savants. On a fait souvent le reproche à nos frères de suivre les religions des autres. La question que je me pose, c'est quand est-ce que 36 savants africains de tous les temps vont être regroupés pour pondre des pensées
qu'on va regrouper en Torah, en Talmud, en Bible africaine authentique, qui ne va pas être la récitation de ce que l'autre qui vous ronge les pieds, qui vous ronge la tête et le cerveau, vous pousse à réciter, mais l'émanation de votre vraie pensée profonde. C'est ça. Les écrits des Juifs étaient déjà là. Le Talmud, c'est la racine de la Bible, de l'Ancien Testament, la Torah si vous voulez. Et la Torah, c'est la base des enseignements du peuple juif, qui eux-mêmes sortent de 250 ans d'esclavage en Égypte, dont ils ont beaucoup copié Osiris, tout. Revenez à votre authenticité, écoutez votre propre histoire. Je ne suis pas là pour ça, on n'a pas trop le temps. Et dès qu'ils ont donc cette pensée-là, les Grecs et les Romains arrivent donc, ils viennent récupérer ce que les Juifs ont récupéré en Afrique. Et ils traversent avec, ils réécrivent eux-mêmes. Parce que l'histoire est faite ainsi. Si vous vous laissez aller, vous n'êtes pas responsable. Si vous n'écrivez pas votre propre histoire, vous allez être dominé. Les Africains, comme Trésor Ngoufak, n'ont toujours pas compris. En accusant le gouvernement de ne pas réhabiliter la mémoire, je te parle d'hommes. Est-ce que chez toi, tu as une seule statuette d'un héros africain? Vous croyez que la révolution dont on parle est une affaire d'État ou une affaire de dignité humaine? Pourquoi en France, il y a les rues Thomas Sankara? Qui a tué Thomas Sankara? Et pourquoi on lui donne une rue là où on a exécuté sa pensée? Donc nous devons sortir de ce degré d'accusation qui va plutôt figer les races et les règles. C'est pour ça que la réflexion ce matin, c'est est-ce que c'est parce qu'on est pardonnable ou c'est parce qu'on pardonne qu'on est grand? Si c'est le cas, acceptons que les Européens sont grands. Ils te tuent, ils mangent ton cadavre, ils viennent à ton deuil, ils arrachent tes dents, ils déposent les dents et ils les redonnent à tes femmes, tes enfants demain. Ils te tuent, ils font ton deuil. Ils te tuent, ils écrivent qu'on l'a tué, mais on l'a aimé. Ils t'écrasent et ils disent, il était fort, mais on l'a tué. Et on lui reconnaît aujourd'hui le mérite d'être fort. C'est une cabale, c'est une... Ne me détournez même pas de ce que je... C'est plus important ce que je voulais vous expliquer ce matin. Mais n'ayez pas peur aussi de partager. Ça vous fait peur? Vous avez honte? Est-ce que vous pouvez partager un peu? Plus vous partagez plus de négativité qu'autre chose. Est-ce que vous pouvez partager juste un peu pour vous-même? Parce que Zuckerberg me laisse faire mon show, mais il a le bouton pour appuyer. Il va effacer ça. Il va écraser tout ça. Alors, je suis allé manger dans un restaurant juif, invité par des amis et des frères juifs. Merci Colette d'être là. Et tout ce qu'on m'a demandé dans le restaurant juif, c'est de mettre, comment ils appellent, leur képi sur la tête. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le restaurant? Ils me disent, docteur, mettez. Voilà. Donc, ils ont mis beaucoup de képi. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Si c'est le mot exact, ils ont mis la képi. C'est là, accroché. On te dit de prendre le képi et de mettre sur la tête. Je dis, mais un restaurant où je viens manger, je veux payer. Je ne suis pas juif. Ils m'ont dit, tu fais ce qu'on te dit ou tu ne manges pas.
La kippa. La kippa. Merci Michel. Merci Michel. Merci Michel. Akeva. Donc, ils m'ont obligé de porter la kippa. Même les amis avec lesquels j'étais ne m'ont pas défendu. Ils ont plutôt défendu leur culture. Donc, pour manger dans ce restaurant, j'étais obligé de mettre la kippa sur la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, vous ne pouvez pas vous développer si vous n'êtes pas authentique. Si vous n'imposez pas votre manière de vivre, de voir, de sentir, de manger, de penser. Nous sommes tous des humains. Nous sommes tous des humains. Nous sommes tous pareils. Mais chaque peuple, chaque communauté ne veut pas perdre son authenticité. Le symbole de kippa que moi je croyais être un jeu n'est pas un jeu pour les Juifs. Pour manger leur nourriture, pour être avec eux, tu dois faire comme eux. C'est peut-être une dictature, mais c'est leur vision. Et c'est là où l'Africain n'a pas réussi à s'affirmer lui-même en se disant, si je dois apprendre les choses des autres toute ma vie, je serai le serviteur des autres toute ma vie. Il faut donc commencer à réfléchir à porter notre propre kippa. À aller par nous-mêmes. Quand vous allez, c'est-à-dire vous êtes en mouvement, vous trouvez votre chemin, vous cassez la forêt, vous avancez, vous cherchez, c'est difficile, vous vous battez, la tête travaille, les énergies, vous êtes ensemble pour trouver votre chemin. Mais si vous êtes sur le chemin des autres, vous serez le chausse-pied, la serpillière, les esclaves des autres. Voilà ce qui nous arrive. Je peux passer le même temps à vous expliquer la géopolitique, ceci, mais dans la réalité, nous avons un problème spirituel. Les autres nous obligent à porter leur kippa, à porter leur soutane, à lire leurs écrits. Ce n'est pas mauvais. J'ai ma petite bibliothèque, je lis tout. Mais à la fin, quand j'ouvre chez Kanta Diop, quand je lis Mongo Betty, quand j'ai Léon Gontran Damas, Aimé Césaire entre les mains, quand j'ai Ferdinand Oyono entre les mains, je sais que Dieu me parle. C'est Oscar Wilde qui disait, les tragédies des autres sont d'une banalité désespérante. Donc notre tragédie, l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, tout ce qu'on fait là pour les autres, c'est d'une banalité désespérante. Ça ne les intéresse pas. C'est comme la guerre en Ukraine aujourd'hui. La Russie et l'Ukraine, ils peuvent s'entretuer, faire tout ce qu'ils veulent. Vous-même, vous savez que ça ne vous intéresse pas. Or, dans l'histoire de l'humanité, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, qui ne nous intéressait pas, c'est nous qu'on a mis devant. Quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, ça ne nous intéressait pas, c'est toujours nous qu'on a mis devant. Et à la fin, regardez le salaire, regardez ce qu'on a eu, regardez ce qu'on a aujourd'hui. C'est parce qu'on nous a posé la main sur la tête. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, celui qui te pose la main sur la tête finit par te poser le genou sur le cou. Chasser une Africaine, une Camerounaise de France, on a refusé qu'elle entre en France, elle s'appelle Nathalie Yamb. Et le débat, c'est est-ce que la France a raison parce qu'on n'est pas d'accord avec elle de chasser ou de refuser l'accès? C'est un débat complexe parce que
Nous ne pouvons pas regarder le monde aujourd'hui en haine, en opposition, en camp. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui, le degré d'alliance qu'on a avec la France peut nous pousser à dire qu'on ne veut plus de la France du jour au lendemain? C'est pareil pour le CFA, c'est pareil pour l'économie. Dites-vous que des gens comme Pierre Castel, qui avait 25 ans à l'époque, des gamins comme vous aujourd'hui, étaient des petits employés de la compagnie française d'Indochine. Il est venu en France, il a prêté un peu d'argent, il a économisé 1 an de salaire et il est revenu acheter les brasseries du Cameroun. Et puis partout en Afrique. Est-ce qu'il était porté par l'amour pour le continent? Ou est-ce qu'il voulait juste faire du profit et fuir? Est-ce que quand Bolloré nous amène, malgré les critiques que moi-même je fais parfois, est-ce qu'il nous amène Canal Sat pour que même les mamans cachées dans les villages d'Afrique puissent regarder la télé de bonne qualité? Est-ce qu'il est ennemi de l'Afrique? Quand Orange, Cameroun nous amène la connexion, ils nous volent parfois, on est fâchés, on insulte, on tout. Mais est-ce que quand ils prennent le risque de venir investir, pendant que nous allons acheter les babouches en Chine et les carreaux, est-ce que quand eux, ils viennent faire des investissements lourds, parce qu'ils sont nombreux et multinationaux, est-ce qu'ils sont les ennemis? C'est vrai qu'ils ne viennent pas jeter de l'argent, ils viennent gagner. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté où ils facilitent la vie? Si Air France, qui coûte très cher, qui nous vole, refuse d'aller en Afrique aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes panafricains. Nous allons prendre Air Russia. Enfin, je veux savoir. C'est autant de questions, c'est autant de réflexions, de pistes pour ce dimanche que je vous jette. Est-ce que le développement va passer donc par le rejet de tout ce que la France nous apporte, ou la réévaluation honnête et sincère du partenariat? C'était une exigence de grandeur aussi de notre part, parce que parfois nous sommes absents, nous sommes petits, nous sommes pauvres, nous fuyons, nous n'investissons pas, nous avons peur. Le noir est la peur, l'incarnation de la défaite de la pensée, la fuite des responsabilités, les pleurs, les plaintes, les cris. Nous avons de l'avenir chez nous. Mais qu'est-ce qu'on fait de cet avenir? C'est Victor Hugo qui disait « L'avenir n'est à personne. L'avenir est à Dieu. » À chaque fois que l'heure sonne, tout ici-bas nous dit adieu. Quel est notre degré de volonté, d'affirmation, de puissance? En 2022, vous croyez normal qu'on va continuer à pleurer comme des enfants? Comme des lapins de 6 semaines? Est-ce qu'on ne va pas essayer nous-mêmes de fabriquer notre pétrole, notre huile, notre gazon, notre gasoil, notre manioc, notre pain? Et là où le drame est terrible en Afrique, terrible, c'est que ce n'est pas fabriquer le pain qui est difficile, mais c'est est-ce qu'on peut fabriquer la machine qui fabrique le pain, le four? Est-ce que vous avez l'outil nécessaire dans la tête de fabriquer la moto, le vélo, le pouce-pouce, la brouette? Alors que gamins, nous fabriquions des trottinettes qui roulaient à 30 km à l'heure. Aujourd'hui, on n'arrive pas. On n'arrive à rien. C'est le support qu'il faut critiquer aujourd'hui. Ce n'est pas le degré d'Africains intelligents qui est important ou qui vont à l'école. C'est, ils étudient quoi? Vous êtes diplômé de quoi?
On est intelligent de quoi? Posons-nous la question, est-ce qu'on est intelligent de nous-mêmes? Ou est-ce qu'on se laisse aller? Est-ce qu'on nous tire? Est-ce que nous nous faisons tirer comme un cheval? Le cheval est 100 fois plus fort que l'homme, mais il est toujours tiré par une petite corde, par un petit enfant. C'est un enfant qui galope. Ce n'est pas le cheval qui galope, c'est l'enfant. Est-ce qu'on a cette volonté nous-mêmes? Je vous donne souvent une expression en anglais ici qui dit « Where there is the will, there is the way ». Vous savez, c'est clair. Les Occidentaux ne vont jamais célébrer un Africain qui est contre leur pensée dominatrice, esclavagiste et coloniale. Ça se vérifie dans le domaine de la littérature. Même les études comparées montrent que vous pouvez être d'un très grand niveau. Je parle de mon cas. Ils peuvent vous mettre au programme dans leurs grandes universités pour vous étudier, vous contrecarrer, vous bloquer, mais ils ne vont jamais vous décorer. Parce que ce qu'on va décorer, ce n'est pas ici, on s'augmentait. Parce qu'ils n'ont pas envie qu'on s'augmente. En nombre, en intelligence, en vision, en spiritualité. Ils ont envie qu'on écrive pour pleurer. C'est pour ça qu'ils vont donner des concours de lycéens à des jeunes lycéennes à peine matures sortis de forêts du Nord, du Cameroun, ou du Gabon, ou du Congo, pour en faire des prix RFI, des prix littéraires de ceci. C'est pour ça qu'ils vont décorer des petits Congolais qui ne sont même pas aboutis mentalement. Et on va leur mettre un avis favorable au Collège de France pour montrer que ceux-là sont avec nous. Ils ont coopté leurs gens. Ils ont coopté leurs faiblesses. Ces gens-là qui vont nettoyer leurs chaussures. Ils vont coopter leurs hommes d'affaires. Ils vont coopter leurs savants pour l'Afrique. C'est pour ça que quand le président Macron, pour qui j'ai beaucoup d'estime, réunit les Noirs à Montpellier dans une salle, ils sont 5000, tous viennent pleurer. Tous viennent demander à la France, pardon, aidez-nous, nous sommes ici. Aujourd'hui, donc, on peut se dire les vérités. Quand vous regardez l'Afrique et la France, qui peut aider l'autre? Est-ce que ça sera un vase communicant? Est-ce que ça sera du donnant-donnant? Est-ce que ça sera? Ce que la France nous refuse aujourd'hui, la Chine nous le donne. L'Inde nous le donne. Le Brésil nous le donne. C'est à la France de se mettre à la hauteur, de s'augmenter, de nous écouter. Parce que nous aimons la France, nous aimons le Cameroun, nous aimons l'Afrique. Nous ne pouvons pas sacrifier notre spiritualité, notre manière d'être, parce que nous voulons servir les intérêts de quelques colons. Madame, c'est la dernière fois que vous me dites c'est pas vrai dans mon direct. Je vous permettrai même plus d'avoir accès à mes contenus. Vous n'avez pas la capacité intellectuelle de me dire c'est pas vrai. Ils sont venus dire à Macron effectivement que 2 poids 2 mesures, mais ils sont payés par qui? Qui a payé l'hôtel? Qui a payé le transport? Qui a mis la salle à disposition? Vous réfléchissez par les oreilles parfois. Je ne veux plus avoir affaire à ce genre de personnages dans mes lives, des suceurs d'énergie. Je n'ai pas besoin de vous. Je donne des enseignements. On ne dit pas à un rabbin, à un maître, à un mouleti qui ne dit pas vrai. C'est pas vrai. Ne venez pas à me dire. C'est un cours magistral d'enseignement. Je ne suis pas venu penser ici pour vous, si vous n'êtes pas à la hauteur. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a fait un reproche l'autre jour, et là, je tiens à m'excuser. Il m'a dit, mais le guide, le Pépé, Mouleti, pourquoi quand tu es en France, tu es tendu? Je dis non, je ne suis pas tendu. Peut-être je suis tendu, c'est vrai, mais je rencontre beaucoup d'hostilité de la part de certains de mes frères qui sont plus
on ne va pas dire des mots ici, mais qui comprennent, qui ne veulent même pas apprendre. Quelqu'un fait un salon, un forum, il te paye le transport, l'hébergement, il te paye le per diem, et tu veux être contre lui. Vous savez ce qu'on appelle la liberté, ça veut dire que vous ne m'avez même pas suivi depuis le début. C'est pour ça que je vais arrêter ce direct. Parce qu'il y a toujours un Africain qui veut jouer l'intéressant, qui veut dénigrer, qui veut faire comme s'il a compris alors qu'il n'a rien compris. On n'a pas le temps d'apprendre. J'ai dit la différence entre laisser aller et aller est large. Vous vous laissez aller à vos émotions. Vous vous laissez aller à la flagornerie, à la cécité mentale. Vous n'êtes pas dans la pensée. Avant de venir là dans ce direct, me lever pour parler et demander à Dieu de nous donner la même force, ou bien autant de force pour s'élever, pour grandir, pour fuir les basses émotions dont la peur, la récitation, le verbiage, la calomnie, la haine, le tribalisme. Je demande à Dieu pardon pour qu'il nous donne la même force qui pousse les autres nations à aller tutoyer les cieux. Dieu est miséricordieux. S'il est miséricordieux, il le sera pour nous. J'en tremble de... Je ne sais plus quoi vous dire. J'ai compris qu'en Afrique, on célèbre les gens pas aboutis. On célèbre les gens qui ne connaissent pas. Et c'est ces médiocres-là qui veulent nous diriger, qui veulent nous imposer leur vision. C'est eux qui viennent polluer l'atmosphère. C'est eux qui distraient même sur Facebook. C'est eux qui dansent. C'est eux qui admirent, ils partagent les directs des ragots et viennent nous suivre en même temps. Ce n'est pas possible. Restez où vous êtes. Ça fera du bien au monde. Nous luttons pour qu'il y ait la dignité et de tout le monde. Vous savez, réfléchissons un peu simplement. La France vient de sortir de 2 semaines ou de 10 jours de grève de pétrole. Et pendant ce temps, les gens ont acheté le carburant pour tripler les prix. Et ils nous ont fait payer ça cher. Et beaucoup ont compris finalement que est-ce que ce n'est pas une entente pour faire payer les Français? Donc les escrocs sont partout, ils n'ont pas une seule nationalité. Il y a une bande de bandits qui a profité de la crise pour tripler le prix du carburant. Et ça existe partout, surtout en Afrique, même en France. Et quand j'ai poussé la réflexion, je dis, mais le pétrole qu'on nous vend cher là, est-ce que la France produit du pétrole? Est-ce que la France a le pétrole? On nous parle de Total. Total prend son pétrole où? Est-ce que vous savez même, est-ce qu'un Africain s'est même déjà demandé comment on produit le pétrole? Vous voyez, je fais un enseignement d'1 heure de temps sans bord. Et les gens se permettent de venir lancer des mots pour me distraire dans ma pensée. C'est les ennemis de la pensée. Et ils sont nombreux. C'est comme il y a une dame, une sœur qui m'envoie tous les jours les vidéos d'un abruti ivoirien prisonnier qui se dit pasteur. Et tous les jours, elle me met au moins ses directs en attaché, en copie. Je dis, mais écoute, je lui dis, s'il te plaît, je ne suis pas en phase. Je ne t'ai jamais bloqué, ma chère sœur, mais je ne suis pas en phase avec cette manière d'abrutir les masses parce qu'on est soi-même abruti. Elle me dit, si tu veux, bloque-moi. C'est la réponse. Elle a continué à m'envoyer. Et moi, je n'ai pas la force de la bloquer. J'ai compris qu'elle est embrigadée dans un absolutisme de la médiocrité. Et je vais plutôt créer un pont. Je lui ai dit, tu sais, organise même une rencontre. Au lieu de m'envoyer les vidéos, c'est pas à moi de subir la médiocrité de quelqu'un. On peut réfléchir autrement. C'est pour dire comment on est dogmatique. Alors, je revenais sur le pétrole. Quand vous voyez le pétrole ici, là, qu'est-ce que vous savez du pétrole? Je vais donc vous dire aujourd'hui simplement que le pétrole que vous voyez,
Ça vient du pétrole brut. Brut. Que le Cameroun produit, que le Nigeria produit, que l'Algérie produit, et que tous les pays d'Afrique produisent. En très grande quantité. Alors, tout ce qui nous manque parfois, c'est la science, la raffinerie. Exactement ce que je suis en train de faire avec ma palmeraie, la raffinerie. Il faut que l'Africain soit raffiné, raffiné même dans le cerveau. Raffinerie. Donc tu deviens fin, tu deviens transformé. Il faut qu'on transforme, il faut qu'on avance, qu'on aboutisse dans la pensée. L'Africain est donc brut comme son pétrole. Alors, pour obtenir le gasoil, on chauffe le pétrole brut de 25 à 30%. Il suffit juste de le chauffer. 25-30 degrés, vous avez le gasoil. De 100 à 200 degrés, vous avez l'essence. Ce qu'on appelait samplon 95, 98. Et quand on chauffe à 300 degrés, on monte sur le kérosène, le fuel, l'essence des avions, ainsi de suite. Voilà donc les 3 procédés qui nous empêchent de nous développer. Depuis 60 ans, depuis les années d'indépendance, personne n'a pensé à cette étape. Raffiner ne veut rien dire aujourd'hui. Allez faire un petit tour en Chine. Les Camerounais vont tous les jours, les Ivoiriens, les Centrafricains, les Congolais. Vous allez en Chine tous les jours acheter des babouches. Vous pouvez acheter des raffineries portables. C'est ce que la France fait. Et est-ce qu'on peut faire donc un reproche à la France d'investir dans la raffinerie? C'est ça la question. Là où vous vous fuyez, comment on va faire le procès aux autres d'investir les champs de la connaissance, de la science, de la particule, de la nanotechnologie, de la robotique, de la domotique, de la fusion nucléique et nucléaire? Vous dormez. Et d'ailleurs, le gasoil même était sous-utilisé parce que dans les années 70, il n'y avait pas de voiture de diesel à part les gros camions et les bateaux. On versait le diesel à la mer dans les années 80. On versait le diesel, le gasoil, parce qu'il ne servait à rien. Et c'est là où l'industriel dans la raffinerie est fort. Il va jouer sur le fabricant d'automobiles pour leur impulser la dynamique de commencer à fabriquer des moteurs diesel. Et c'est là où on a commencé à étudier, à fabriquer abondamment les moteurs diesel pour prendre les déchets de carburant qu'on n'utilisait pas, qu'on appelle le gasoil. Et aujourd'hui, le gasoil est devenu aussi cher que l'essence. La technologie, les moteurs ont évolué. Les 2 moteurs pratiquement se valent aujourd'hui. Mais dans le fond, c'est parce qu'il y avait un problème de raffinerie. Ce qu'on ne pouvait pas améliorer, on le versait. Et pour ne pas le verser, on a créé de l'industrie. Le jour où le noir africain va comprendre qu'il peut commencer à fusionner, merci mon fils Rock, on peut aller jusqu'à 400, 500. La fusion des énergies, c'est ça. Et au-delà, on commence à basculer dans le nucléaire. À 3000 degrés, on commence à réchauffer l'atome. Alors, donc, je suis en train de vous dire, chers frères et sœurs, je ne suis pas là pour chercher l'amour, les likes. Je suis là pour vous dire de partager ce genre de direct et d'enseignement. Parce que c'est là qu'on va se libérer demain. Un intellectuel pur, c'est celui qui meurt, incompris, mais qui meurt pour que les autres, ses frères, l'humanité, l'humaine condition soient améliorées. Ok, merci. Bon dimanche. Allez vous distraire dans vos bidouillages. La Bible est là. Vous avez mes contacts. Écrivez-moi. Lisez. Et si on s'augmentait, nous avons dit des choses. Nous avons dit des choses. Entre spiritualité, éveil et l'argent, c'est ça la maladie des Africains. Ne vous laissez plus aller. Allez-y. Prenez la route.
Vivez. Levez-vous. Et Amouledi.